Le sport professionnel pourrait-il inspirer l'enseignement supérieur de management? Lionel Maltese, bonjour. Bonjour. Lionel Maltese, maître de conférence à Aix-Marseille Université, professeur associé Ketch Business School. Confidence, voilà. J'étais en train de travailler sur l'étude FNEJ fin 2016, sur les ressources des écoles de management, avec Corinne Grenier, qui était et également l'appui de Bernard Ramanso, et on cherchait des exemples. Et à un moment, j'ai eu cette idée, je me suis dit, il faut que je demande à Lionel Maltese. Il faut qu'il me donne une référence sur le sport US. Voilà. Comment ça marche en sport US? Parce qu'on nous dit toujours, nous c'est le football, notre industrie elle s'est transformée comme le foot. Voilà, il y a un mercato, des profs qui naviguent de clubs, alors les clubs sont les écoles. Et là, vous m'avez conseillé un ouvrage, c'est An Absence of Competition. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que... L'idée, c'est que, paradoxalement, aux États-Unis, les grandes ligues de sport américains, que ce soit le basketball, le football américain, le baseball, le hockey, maintenant le soccer, fonctionnent sur des ligues fermées où, en effet, il y a un travail collectif qui se fait sous la gouverne de ces fameuses ligues, la NBA, la NFL, etc. Et les équipes travaillent ensemble, en fait. Et à un moment donné, dans les années 80, il y a eu un petit souci. Toutes les mêmes équipes gagnaient. Boston gagnait tout le temps, New York gagnait tout le temps, Los Angeles gagnait tout le temps, etc. Et il n'y avait plus tellement d'intérêt. Et donc à un moment donné, c'est mis en place des systèmes, le fameux système de draft, où on récupérait les meilleurs jeunes, les meilleurs nouveaux arrivants pour gonfler le niveau des équipes qui étaient mal classées, et les fameux salary cap qui limitaient les équipes en termes de salaire pour pouvoir, j'allais dire, se battre contre des équipes qui étaient un peu plus petites ou qui étaient dans des zones de chalandise un peu plus petites. Même si, au final, les grandes villes sont restées les grands acteurs, il y a eu des changements majeurs en termes d'intérêt et d'attractivité. Alors le parallèle avec l'enseignement de gestion, qu'il soit en France ou ailleurs, c'est qu'en effet, on a starifié le rôle des professeurs. Et dans les années 2000 et maintenant, on parle de marquee players et qui font l'attractivité de ces grandes ligues et donc qui ont une valeur. Et donc derrière, j'allais dire, il y a un parallèle qui peut se faire sur l'achat de cette valeur ajoutée. Et il y a deux axes, à mon sens. La réputation, j'allais dire technique, ce qu'on peut appeler en anglais le clutch, un joueur qui est clé et qui fait gagner son équipe. Par exemple, Michael Jordan fait gagner son équipe à chaque fois, LeBron James fait gagner son équipe, Messi, Ronaldo, etc. Et les joueurs qui sont très réputés et qui apportent d'autres choses, mais pas forcément clutch. Et donc à un moment donné, se sont posées ces questions-là, tiens, des joueurs très très réputés, alors David Beckham par exemple est un cas intéressant, quelqu'un qui est très réputé, mais qui au départ n'était pas le plus grand champion de son temps, mais qui a intéressé de nombreuses équipes et qui a été le joueur qui a eu le plus de valeur à un moment donné. Et donc c'est là que je pense qu'il y a un parallèle à faire entre ces fameux stars qui sont attirés dans les écoles et est-ce qu'ils sont clutch, et qu'est-ce que ça veut dire un enseignant, chercheur ou un professeur qui est clutch, et quelqu'un qui est très réputé et qui amène de la valeur ajoutée. Alors après, il peut être clutch et très réputé. L'exemple de Michael Jordan est absolu, ou de LeBron James actuellement, ou de Tom Brady actuellement aux États-Unis. Donc là, il y a un parallèle à faire entre, en effet, ce qui se passe dans les ligues fermées. Juste la première ligue de football en Angleterre travaille aussi, depuis le début des années 90, sous un environnement collectif. Et les équipes travaillent ensemble pour être collectivement un championnat majeur du monde du sport professionnel. Donc il n'y a pas que les Américains, même si ce n'est pas une ligue fermée. Deux petites réactions. La draft d'abord, l'idée c'est quand même que c'est le dernier du classement qui choisit en premier. Exact. C'est ça l'idée, c'est de me remettre de la dynamique pour justement... ça nous interpelle quand même par rapport à ces classements qui nous sont d'une redoutable inertie en haut dans les écoles de commerce par exemple. Mais je dirais que là où il y a une grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'esprit collectif dans les écoles et dans les universités, pour être clair. Alors que, et je pense que c'est un problème de gouvernance.
Aujourd'hui, pourquoi les ligues américaines fonctionnent et pourquoi la Première Ligue fonctionne, c'est qu'en termes de gouvernance, il y a toujours eu un commissionneur, le commissionnaire de la NFL ou de la NBA par exemple, qui a travaillé sur ces tensions, parce qu'il y a eu des tensions, entre ceux qui produisaient la valeur des équipes, c'est-à-dire les joueurs, que ce soit du point de vue sportif et du point de vue économique, et les propriétaires de franchises. J'irai même plus loin, de temps en temps, ces commissionneurs sont intervenus pour qu'une franchise ne domine pas trop. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, un joueur qui s'appelle Chris Paul, qui est très fort, devait aller jouer aux Los Angeles Lakers avec Kobe Bryant et devenir encore plus fort. Et la Ligue est intervenue par certains mécanismes pour pouvoir contrôler l'équilibre compétitif. Là, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire qu'on est dans les écoles, dans les universités, et que ce soit en Europe ou ailleurs, la gouvernance, il n'y a pas un gouvernant qui va travailler sur cette fameuse équilibre compétitif et ce fameux collectif. Donc le mercato est ouvert, il n'y a pas de limite au salaire des enseignants, et je crois que c'est un peu utopique de penser qu'une école qui est très mal classée va aller recruter le meilleur enseignant de l'école qui est très bien classée. Tout simplement parce que ça dévaloriserait l'enseignant. Alors il y a une petite astuce. Aux États-Unis, on dit qu'en fait, il y a des équipes, il y a des joueurs qui font exprès d'être extrêmement forts individuellement pour être, au contraire, sélectionnés, donc transférés dans une très grande équipe. Et donc, ça peut arriver, par exemple, qu'un collègue soit dans une petite école et soit le top player de l'école et soit recruté dans la grande école. Mais forcément, ce caractère individuel va entraîner que la petite école ne va pas forcément progresser autour d'elle. Et c'est ce qui se passe dans les équipes. Deuxième question, réaction, mais puisque Gilles Pachet donc, a travaillé cette idée dans un article de la Revue française de gestion, vraiment sur cette source d'inspiration, un des grands points, c'est notre incapacité à valoriser la recherche. C'est-à-dire de dire, voilà, comment on valorise, et puis, d'un autre côté, à la faire financer par des entreprises. Est-ce que cette idée de ligue fermée, ça ne pourrait pas être une forme de réponse? Est-ce que l'intérêt d'une ligue fermée, ce n'est pas par exemple de négocier collectivement avec les parties prenantes extérieures qui ont un intérêt à, voilà, on forme des étudiants pour des entreprises, il faudra qu'elles financent la recherche, on ne trouve pas de réponse. Là, j'irai un peu plus loin. Comment ça se passe dans le sport? J'irai un peu plus loin. Parce que le travail de Gilles est plutôt sur les équipes collectives. Je pense que nous, on est un peu comme les joueurs de tennis, profs. Et c'est ce qui se passe dans la gouvernance du tennis actuellement. Les joueurs de tennis, vous avez des très grands leaders qui tirent le reste. Et il faut être honnête, c'est ce qui existe aussi dans notre milieu. Il y a des très grands leaders, des très grandes théories. Les plus grandes citations sont les citations des vieux papiers et sont restés et resteront. Après, il y en a toujours qui arrivent. Et donc, on a des très grands leaders qui tirent. En tennis, c'est pareil. Federer, Nadal, Djokovic, ça tire le reste. Et les intérêts de ces joueurs sont assez individuels. Federer va jouer sa propre compétition qui s'appelle la Lever Cup. Djokovic va avoir ses intérêts, chacun va avoir ses intérêts, mais même s'ils tirent l'ensemble. Je pense que les enseignants-chercheurs ont surtout des intérêts individuels. Et il y a un problème de confiance qu'il peut y avoir de manière collective avec les instituts. Je prends un exemple. Imaginez qu'il y a un enseignant-chercheur qui a, lui, accès de manière intéressante à un milieu d'entreprise avec de l'applicabilité, de l'application de sa recherche, etc. et qui fait avancer, j'allais dire, le process managérial. Je pense qu'il n'aura pas forcément confiance auprès des organisations actuellement pour le faire collectivement et il va le faire autour de lui. Alors il va le faire avec ses collègues et il ne faut pas se cacher, on le fait souvent. Et il va le faire de son côté. Après, quand il a confiance ou quand l'institution est au-dessus, et c'est ce qui se passe dans certains cas, là, il va le faire. C'est ce qui s'est passé dans le tennis. Ce qui s'est passé dans le tennis, c'est que l'institution, c'est l'association des tennisman professionnels qui travaille avec les tournois, qui sont un peu nos universités ou nos écoles, et les joueurs, qui sont un peu les profs. Et chaque tournoi ou organisatrice de compétition va essayer de les attirer, souvent par des rémunérations, on appelle ça les garanties, les fees,
Ça pourrait être nos fameuses garanties ou bonus quand on écrit des articles, ou va les attirer pour des raisons plutôt personnelles ou des raisons plutôt intéressantes en termes de carrière. Je pense que là, le tennis est intéressant et ce qui se passe actuellement, c'est que c'est les joueurs qui décident. Et je pense que c'est les profs qui doivent décider, mais qu'il doit y avoir peut-être un Federer, Nadal, Djokovic qui travaillent ensemble. Malheureusement, dans le tennis, ils ne travaillent pas vraiment ensemble. Ils sont en compétition sur le terrain, mais aussi du point de vue économique. De temps en temps, ils jouent en double. Oui. Quand même. C'est vrai. Très rarement. C'est arrivé une fois entre Nadal et Federer, mais dans le tournoi de Federer. Et donc le boss est bien Federer. Très bien. Merci beaucoup Lionel Maltese. Un débat à poursuivre quand même, hein, qui invite à pas clore trop vite, mais faire jouer ces images un peu nouvelles dans notre monde qui parfois se pose beaucoup de questions sur le sens de la recherche, la transférabilité, etc. Voilà, un débat à poursuivre. Merci à vous. Merci beaucoup.